Il y avait, au fond d'une ruelle si étroite que le ciel paraissait tenir en équilibre sur les toits, une télévision posée sur un coussin de carton humide. Elle martelait son message en boucle, sans concession, comme si la violence même du son pouvait forcer la conscience des passants. Non, c'est non. Le bourdonnement s'échappait entre les murs de pierre, revenait en écho, rebondissait sur des fenêtres aux volets entr'ouverts et se glissait, implacable, dans les oreilles des enfants qui s'étaient assis devant l'écran. Ils étaient deux, comme ils avaient toujours été l'un près de l'autre, comme les pages d'un livre que l'on feuillette et que l'on retrouve au même passage. Dejo, qui parlait en poème sans le savoir, les yeux chargés d'une nostalgie douce comme une pluie d'été. Apolline, qui tissait les phrases longues et soyeuses avec un motif de cœur et de frisson, parlant toujours comme on écrit une lettre d'amour au monde. Ils n'étaient plus tout à fait des enfants et n'étaient pas encore entièrement des adultes, ils étaient les enfants du premier livre, les murmures des portes oubliées, portant dans leur nom la mémoire d'un commencement. Dejo se souvenait. Sa mémoire était une rivière qui revenait en arrière, par intermittence, et qui chantait des vers oubliés. Il se rappelait leur assise sur des cartons, de petites mains jointes pour se protéger du froid, du message qui frappait comme un marteau. Non, c'est non, répétait la télévision, comme si l'affirmation rimait avec le courage. Dejo revoyait le visage flou d'un père absent, une mère qui concassait les heures pour faire du chaud, et la ruelle qui sentait la térébenthine et les pommes vertes. Chaque fois que la phrase revenait, il avait l'impression que l'air se coinçait dans sa gorge, qu'un verrou invisible se frappait sur une porte qui menait vers l'extérieur. Apolline, en revanche, se souvenait en longues vagues de couleurs. Elle reconstituait la scène comme on assemble un collier d'opale et de jaspe, la texture du carton, le scintillement de l'écran, le rythme des mots, mais aussi l'étrange beauté de l'ordre qui se froissait autour d'eux. Elle se souvenait de la manière dont leurs mains d'enfant s'étaient entrelacées pour partager la chaleur du monde, de la façon dont le message s'était fait talisman plutôt que menace. Non, c'est non, disait la télévision, et c'était comme si quelqu'un avait planté une stèle protectrice devant leur innocence. Autour d'eux, les portes du monde adulte hésitaient à s'ouvrir. Elles n'étaient ni closes ni accueillantes, elles balançaient, mi-fermées, mi-ouvertes, comme si une main invisible poussait et retenait à la fois. De l'un côté, la luxure s'affichait en néon, multipliant des visages par mille, proposant des miroirs où l'on ne reconnaissait plus son propre reflet. De l'autre, la morale institutionnelle dressait ses colonnes, opinant de sagesse, mais avec des visages divisés, des jugements fragmentés qui ne trouvaient jamais une vérité entière. Les enfants grandissaient au milieu de ces contradictions, non parce qu'ils le voulaient, mais parce que le monde se dépliait autour d'eux, comme un livre dont les pages se tournent sans qu'on y prenne garde. Les années avaient passé. Les cartons étaient devenus une simple empreinte dans la mémoire, la télévision un écho lointain. Dejo et Apolline avaient grandi, portant en eux les rémanences du message. Ils avaient appris, chacun à sa façon, à écouter les portes qui murmuraient. Aujourd'hui, ils revenaient à la ruelle originelle, non par nostalgie futile, mais par nécessité, comme on retourne à la source pour vérifier la pureté de l'eau. La ruelle était plus étroite encore à leur souvenir. Les murs paraissaient s'être rapprochés, comme si le monde avait compressé le temps en un lieu. Ils se tinrent devant l'ancienne télévision, aujourd'hui remplacée par une boîte vide. Le mot laissé sur un mur en peinture écaillée n'était plus qu'un souvenir de slogan, « N'ouvrez pas sans réflexion », et des graffitis effacés où l'on devinait des paroles qu'ils n'avaient pas comprises jadis. Dejo posa la main sur le mur, cherchant la chaleur d'un passé. Sa voix, quand il parla, était une brume de mots, courte et dense. « Je sens encore le tambour de ces mots, » dit Dejo. Ils ont frappé comme une pluie sur la fenêtre. On croyait qu'ils étaient la loi du ciel, et ils n'étaient que le son d'un écran. Mais la pluie, au moins, a de la mémoire. Elle retombe. Apolline sourit, ses phrases déployées comme des étoiles de velours. Elle avait gardé cette inclination à rallonger les images, à enrober la pensée de détours romantiques. Nous avons été façonnés par ces marteaux de verre et de lumière, mon cher Dejo, et pourtant je ne peux m'empêcher de penser que quelque part, dans cette répétition obstinée, il y avait une leçon. Ce non c'est non était peut-être un écho intime de quelque chose de plus vaste, la nécessité de poser des limites dans un monde qui confond désir et droit, où les visages se multiplient pour dissimuler la solitude de chacun. Mais il n'était pas suffisant.
Il fallait que la répétition devienne quantité de gestes, de décisions, de voix qui ne se contentent pas de répéter mais qui incarnent. Dejo ferma les yeux, et comme à son habitude, répondit par une image. Les portes hésitaient parce qu'elles avaient peur du vent. Elles craignaient de laisser s'installer soit la chaleur des corps, soit le froid des jugements. Elles sont comme nous, attirées par la lumière, effrayées par l'éclat. Je crois que nous avons grandi pour apprendre à répondre autrement. Non pas seulement par un slogan, mais par un souffle qui vient du cœur et qui parle doucement à chaque porte. Un souffle qui dit « Ouvre avec discernement, ouvre avec amour ». Ils quittèrent la ruelle, et le monde sembla s'élargir comme un rideau qui se retire. La grande rue qui s'offrait à eux était une artère ouverte, pleine de passants qui marchaient en rang d'oiseaux pressés, chacun regardant son propre écran, chacun sourd aux autres. Au milieu de la place, un écran gigantesque trônait, dominant l'espace comme une cathédrale moderne. Son message, écrit en lettres blanches sur fond sombre, n'était pas une injonction basique mais une promesse ambitieuse, plus jamais ça. La ponctuation, la suspension, tout dans ces mots était une invitation et une accusation. Plus jamais ça laissait entendre qu'il y avait eu un avant plein d'erreurs, et qu'un après devait être inventé. Les visages dans la rue se divisèrent et se multiplièrent à la fois devant cet affichage. Certains, las, regardaient ailleurs, d'autres, piqués d'espoir, attendaient une suite, une action qui rendrait crédibles ces mots. Apolline prit la main de Dejo comme on prend la main d'un compagnon de voyage. Sa voix monta, chaleureuse, expansive. « J'entends, là, la promesse d'une réparation », murmura-t-elle avec la conviction tremblante d'un romantisme réaliste. Et pourtant, cette promesse est une page blanche. Qui viendra l'écrire? Les institutions lèvent des arguments, la luxure met ses sourires et ses 1000 visages, et nous, au milieu, on nous demande d'être les témoins muets. Mais je refuse l'idée d'être seul dans ce rôle. Je veux que les promesses deviennent des rituels, des actes répétés, des pas que nous faisons ensemble pour fermer certaines portes et en ouvrir d'autres où les visages gardent leur intégrité. Dejo contempla l'écran comme on regarde un astre familier et dangereux. Sa nostalgie se mua en réflexion presque sacrée. Le « plus jamais ça » porte en lui une phrase inachevée. Le silence à la suite nous appartient. Si nous laissons le silence, il se remplira des mêmes vieilles musiques. Si nous parlons, si nous tissons, nous pouvons terminer cette phrase en acte. Je suis fatigué des slogans qui tombent et se cassent, je veux des gestes simples, des portes que l'on ouvre en se tenant la main. Peut-être que la foi de laquelle parlait notre premier livre n'est pas celle d'une croyance aveugle, mais celle d'une écoute attentive, écouter chaque porte avant d'en décider la destination. Ils parcoururent la grande rue, observant les portes dérobées et les vitrines qui exhibaient des visages lissés. À chaque boutique, une figure différente, parfois la luxure, parfois la morale. Les premières cherchaient, frénétiques, à multiplier les possibilités, à offrir des miroirs illimités, choisis, prends, consomme. Les secondes érigeaient des panneaux d'avertissement, ne t'écarte pas, respecte la règle. Dejo et Apolline virent que les visages étaient rarement entiers, ils étaient des fragments, des masques ajustés à des rôles divers. Un vieil homme, assis sur un banc, les invita du regard. Il tenait entre ses mains une petite clé, comme une relique. Quand ils s'approchèrent, il leva la tête et, sans surprise, reconnut en eux les enfants d'un livre qu'il avait un jour lu à voix basse. Sa voix était faible, mais son geste portait une gravité d'oraison. « Vous avez grandi, dit-il. Les portes ne s'ouvrent pas seules. On leur parle, on leur chante, on leur présente des preuves d'attention. Elles se ferment aussi si l'on hurle trop fort, si l'on réclame sans préparer la terre. Tenez cette clé, dit-il en l'attendant. Elle n'ouvre pas tout. Elle n'ouvre que les portes qui acceptent d'être invitées à changer. » Apolline prit la clé comme on accepte un cœur offert. Elle la contempla, puis parla comme pour écrire une lettre à l'avenir. Cette clé, si on la tient, devient une promesse active. Elle nous rappelle que chaque porte a une histoire, et que notre rôle n'est pas de les juger toutes d'un seul trait, mais de les apprivoiser, de les réparer, de les aimer assez pour qu'elles nous laissent entrer. Il ne s'agit pas tant d'un acte de force que d'une patience obstinée et amoureuse. Lutter contre la luxure des visages multipliés, ce n'est pas seulement clamer une morale,
c'est ramener la dignité dans chaque reflet qu'on nous tend. Dejo sourit, et sa voix s'exprima en courtes images, comme si chaque mot était une pierre polie. La clé est petite, murmura-t-il, et la rue est vaste. Mais un petit geste répété suffit à changer le cours d'une rivière. Je veux apprendre à poser ma main sur une porte et à lui parler lentement. À lui dire non quand il faut, oui quand il y a place pour cela, et surtout à écouter le soupir qui suit l'ouverture. Ce soupir nous dit si nous avons été justes. Ils marchèrent encore, et le message « plus jamais ça » restait au-dessus d'eux comme une prière en attente. Ils comprirent qu'il ne suffisait pas d'avoir des mots forts sur des écrans, il fallait du courage pour traduire ces mots en activités du quotidien, l'accueil des blessés, la mise en place de règles claires, la construction d'espaces où le consentement n'était pas un slogan mais une pratique enracinée. Ils se firent la promesse silencieuse de revenir, non pas pour répéter, mais pour œuvrer. La rue se mit à bruire d'actions naissantes. Quelqu'un distribuait des cartes avec des phrases de respect, un groupe discutait à voix haute de la façon d'enseigner le consentement dès l'enfance, une femme peignait sur un mur une fresque où des portes s'ouvraient sur des jardins. La ville, malgré sa tendance à multiplier les visages et à diviser les jugements, laissait percer des interstices de nouveautés. Dans ces interstices, Dejo et Apolline virent la possibilité d'un travail collectif, d'un tissage patient entre le non qui protège et le oui qui libère. Avant que la lumière du soir ne baisse, ils s'arrêtèrent sur un banc, côte à côte, la clé posée entre eux comme un témoin silencieux. Apolline parla la première, tirant son inspiration vers un horizon d'amour et d'exigence. Nous avons été façonnés par les contradictions, dit-elle, et il nous revient d'en faire trembler l'équilibre. Je veux croire que plus jamais ça peut être plus qu'un cri magistral, je veux croire qu'il peut devenir un cœur d'action, une chaîne de petites résistances qui transforme l'architecture de nos jours. J'aimerais écrire des lettres à ces portes. Les inviter à se souvenir qu'elles sont faites pour permettre, pour protéger, pour relier. Dejo, avec sa voix faible et poétique, conclut d'une image qui tenait lieu de prière. Si nous apprenons à écouter les portes, aux heures silencieuses, elles finiront par nous répondre. Elles nous diront de quel pas elles ont besoin, ou à quel silence elles aspirent. Le monde se plie autour de nous. Nous n'avons peut-être pas choisi de grandir ici, mais nous pouvons choisir la manière dont nous grandissons, avec des étincelles de foi, des gestes de respect, et une patience qui sait dire non quand il le faut et oui quand c'est juste. Que ces écrans qui hurlaient des vérités tranchées deviennent des fenêtres par lesquelles on apprend à se regarder. Ils ne savaient pas encore comment tout cela se traduirait en actes concrets. Mais l'idée avait germé, que dire non devienne une protection authentique, non une arme, que plus jamais ça ne reste pas une phrase affichée mais se transforme en réseau de portes soignées, de visages retrouvés, de gestes qui font plus que promettre. Ils se levèrent, la clé lourde de sens dans la poche, prêts à marcher plus loin, prêts à faire des pas qui, lentement, pourraient dessiner un autre horizon pour tous ceux qui, un jour, avaient entendu la télévision marteler « non c'est non ». Les voix qui apprennent à aimer. Ils étaient revenus de la ruelle originelle avec une clé dans la poche et une promesse non écrite dans la bouche, faire de « plus jamais ça » quelque chose qui se prononce en geste et en lieu. La rue, l'écran et les visages fragmentés constituaient désormais le théâtre où se jouaient leurs dessins, écouter les portes afin d'apprendre à les ouvrir avec justice. Les deux adultes avancèrent dans la grande rue comme on avance dans une mémoire qu'on avait oubliée. L'écran géant diffusait sa lumière froide, mais, au milieu de cette clarté mécanique, deux silhouettes se détachaient avec une force qui tenait plus de l'esprit que du corps. Elles n'étaient pas des figures de papier, elles vibraient comme des accords rares, chacune portant une manière de dire au monde qu'on pouvait prendre soin sans s'agenouiller devant la fausse grandeur. La première à s'approcher fut sœur Emmanuelle. Elle ne marchait pas, elle glissait presque, comme si elle connaissait déjà le chemin que les deux adultes cherchaient encore. Sa robe, usée mais propre, portait la trace de milliers de rues oubliées, et ses mains semblaient capables de toucher la misère sans jamais s'y perdre. Son regard n'était pas une condamnation ni une pitié condescendante, il était un appel à la responsabilité, un appel fait d'attention et d'humilité. Elle avait la décision d'aimer sans permission, ce qui, aux yeux de Dejo, ressemblait à un acte de foi. Dejo sentit ces images respirer plus fort. Dans sa poitrine, des vers cherchèrent à prendre la forme d'une phrase simple, et il se retint pour laisser la pureté de la rencontre ne pas se rompre sous le poids des mots.
Apolline, fidèle à elle-même, déroula ses pensées comme une étoffe, longue, parfumée et insistante. Elle a l'allure de celle qui recueille les rumeurs du monde, dit Apolline. On dirait qu'elle garde dans ses poches des morceaux de vie brisés et qu'elle sait les recoudre. Sa façon de venir sans fracas ressemble à une prière qui marche. Sœur Emmanuelle posa sur eux un geste, pas un geste spectaculaire, mais une inclination. Elle inclina la tête, prit la clé que Dejo avait gardée dans sa poche, l'examina comme si elle lisait dans son métal une promesse. Puis elle sourit, et ce sourire fut comme un pain partagé. Les clés, dit-elle doucement en français simple et chaleureux, ouvrent parfois des serrures, parfois des cœurs, parfois des maisons d'où l'on peut réapprendre à vivre. Il faut les manier avec prudence. Vous préférez les slogans ou les rituels? Les slogans réchauffent la colère, les rituels réchauffent la chair. Apolline réfléchit à voix haute, et ses mots s'étirèrent en caresses. Nous voulons les deux, mais je crois que les rituels sont des maisons où l'on peut ensuite suspendre les slogans, pour qu'ils ne tombent pas et ne blessent personne. Nous voulons apprendre à faire des gestes qui durent. Sœur Emmanuelle hocha la tête comme si l'évidence l'emplissait, puis, sans attendre de réponse, tendit la main et les guida vers une porte étroite sur le côté de la place, dissimulée derrière une tapisserie urbaine de publicité et de graffiti. La porte donnait sur un escalier qui descendait, et la lumière y était chaude, ancienne, humaine. Au bas des marches, l'espace avait l'air d'une œuvre en devenir, table, chaises dépareillées, étagères de livres étiquetés « Consentement »,« Écoute active »,« Réparation commune ». Des personnes y parlaient bas, tissaient, collaient des affiches, confectionnaient des bannières. Ici, sœur Emmanuelle n'était pas une figure isolée, elle était le centre d'une mécanique douce faite d'attention. Elle montra du doigt une table où quelques femmes apprenaient à écouter les récits sans chercher à réparer immédiatement, mais en accompagnant. Nous avons commencé par apprendre à fermer les portes quand il le fallait, expliqua-t-elle. Mais on ne peut vivre de fermeture seule. Nous apprenons aussi à aménager des seuils. On répare les encadrements, on ponce les heurtoirs, on installe des clochettes pour que chaque arrivée soit annoncée, et on accompagne ceux qui ont peur derrière la porte. Les rituels sont des réponses concrètes, un mot posé, une chaise offerte, un repas partagé. Ils n'effacent pas la violence du passé mais donnent à chaque personne la possibilité de décider de revenir. Dejo écouta comme on boit à une source. Ces métaphores se faisaient plus nettes, les portes n'étaient plus seulement des symboles, elles avaient des lames, des gonds, des frottements. Apprendre à tenir la clé signifiait savoir si l'on devait la tourner ou la laisser tranquille. Il imagina la clé se transformant en objet de savoir-faire, un petit outil pour ajuster, pas pour forcer. Pendant qu'il visitait cet atelier-lieu, Apolline prit la parole, enveloppant la scène de phrases mères. Et l'on pourrait enseigner ces gestes dès l'enfance, proposa-t-elle. Éduquer au consentement comme on apprend à marcher, comme on apprend à dire merci. Faire de ces paroles des refrains quotidiens, non parce qu'ils brisent, oui parce qu'ils consacrent. Mais cela demande des espaces, des lieux où l'on accepte de tomber, où l'on apprête des mains pour relever, pas pour juger. Il n'était pas seul à recevoir les saignements de sœur Emmanuelle. Une adolescente, les yeux rougis mais fiers, leur confia comment elle avait appris ici à dire un non sans craindre le silence, et comment la maison avait organisé des rondes d'écoute où les adultes s'engageaient à n'imposer aucune solution mais à offrir ce qu'ils pouvaient donner. La parole ainsi découverte n'était pas une arme mais une boussole. Alors qu'il remontait vers la place, une autre présence se fit sentir, plus tranchante, plus philosophique dans son geste, Simone de Beauvoir. Elle arrivait avec une démarche qui n'avait rien de déplacé dans cette rue singulière, elle avançait comme une pensée qui prend chair. Contrairement à sœur Emmanuelle, elle ne cherchait pas à guérir d'abord avec des mains, elle portait une parole exigeante, faite pour appeler à la responsabilité collective et à la mise en lumière des structures qui façonnent les refus et les consentements. Simone regarda la grande affiche « Plus jamais ça » et son regard s'éclaira d'une lucidité qui pouvait être une arme constructive. Dejo sentit son âme vibrer à la nuance de son analyse. Apolline prit la parole avec une admiration contenue. « Vous avez la façon de nommer les choses qui fait partie du soin, dit-elle. Nommer, c'est défaire les masques. » Simone sourit, et ce sourire n'était pas tendre, mais il n'était pas cruel non plus. « Nommer, dit-elle, c'est exercer un droit.
Dire non sans s'interroger sur les rapports de force qui rendent le non dangereux pour certains et libératoire pour d'autres, c'est faire semblant d'être juste. Il faut rendre effectives des libertés, économiques, éducatives, personnelles, sans lesquelles le non n'est qu'une défense fragile. Les institutions promettent, mais elles ont besoin d'être transformées par des gestes politiques et des résistances quotidiennes. Il faut traduire l'éthique en politique, accès au logement, autonomie financière, éducation critique. Sans cela, les portes que vous voulez ouvrir resteront des illusions. Dejo sentit la tension entre les approches. Sœur Emmanuelle offrait la chaleur, Simone, l'armature. L'un sans l'autre serait incomplet. Les deux voix féminines se complétaient comme deux vents nécessaires, l'un qui caresse et adoucit, l'autre qui taille et ordonne. Ils parlèrent longtemps, et chaque parole devint une petite action. Simone proposa d'aider à créer un groupe d'action qui travaillerait sur les lois locales et les dispositifs d'accompagnement, tandis que sœur Emmanuelle proposait de fonder un réseau de foyers où l'on réapprenait les seuils et la dignité. Apolline prit des notes comme on cueille des étoiles. Dejo, lui, posait des images comme des pierres de fondation. Nous avons une clé, dit-il enfin, mais nous n'avons pas encore la serrure parfaite pour elle, murmura-t-il. Peut-être que la serrure se fait avec le temps, avec le tissage d'un rituel et la construction d'un cadre. Simone acquiesça. La serrure se compose de lois, de ressources, de savoir. Mais la clé peut être un symbole, ce que vous portez peut ouvrir des dialogues, rouvrir des engagements. Travaillons en parallèle, l'un pour les rites, l'autre pour les structures. Sœur Emmanuelle ajouta, à la fois sage et vive. Et n'oublions pas les repas partagés. Les lois se discutent mieux autour d'une table où l'on a mangé. La résistance a besoin d'un ventre plein et d'un cœur apaisé. L'amour n'est pas un luxe des âmes, il est une politique concrète. Ils partirent de la place avec des tâches distribuées comme autant de promesses à rendre réelles. Dejo et Apolline repartirent plus riches d'un plan, créer une maison des portes qui combinerait l'atelier de réparation de seuil de sœur Emmanuelle et le centre de réflexion-action proposé par Simone. Ils allaient inviter artisans, juristes, éducateurs, survivantes, voisins. Ils allaient faire de la clé un objet d'apprentissage partagé, non un talisman individuel. Mais la rue ne leur céda pas tout de suite ses fruits. L'écran restait au-dessus d'eux, inachevé, plus jamais ça, suspendu, demandant une suite. Les institutions envoyaient leurs représentants, méfiants, qui parlaient de budget et de protocole, la luxure des façades ne se taisait pas, et la clé, bien que désormais symbole collectif, restait fragile face au gonds rouillé d'une société qui refusait parfois de se réajuster. Ils quittèrent la place au crépuscule, avec les voix de sœur Emmanuelle et Simone résonnant en eux, l'une chantant la patience des rituels, l'autre traçant la géographie des responsabilités. Ils avaient reçu des outils et des arguments, mais pas de solution définitive. La promesse restait un chantier, écrire des politiques, façonner des habitudes, ouvrir, fermer, écouter encore. Apolline, en chemin, laissa ces phrases dessiner un horizon. Nous écrirons des lettres, nous réparerons des portes, nous ferons des repas, et nous parlerons aux lois. Nous ferons de la vie une école où l'on apprend la délicatesse du geste. Dejo, avec sa voix d'eau et de souvenir, conclut. Nous convenons que la foi n'est pas un assentiment aveugle mais un acte patient. Nous allons écouter les portes, apprendre leurs soupirs, et tourner la clé quand la serrure répondra. Il faudra du temps, beaucoup de temps, il faudra des erreurs et des réparations. Mais je sens que, si nous persistons, la rue se souviendra de nos mains. Et ainsi, portant en eux l'étrange promesse d'un travail à la fois spirituel et politique, ils s'engagèrent sur le chemin de 1000 petits gestes, rituels et lois, tables et appels publics, gardant la clé non comme outil d'exclusion, mais comme un symbole partageable pour apprendre à ouvrir, à protéger, et à relier. Les voix féminines les avaient armés d'une double force, l'amour qui soigne et la lucidité qui exige. Leurs pas résonnèrent, laissant derrière eux la place où l'écran attendait, et devant eux l'idée d'une maison à bâtir. La serrure n'était pas encore prête, mais la communauté venait d'être convoquée. L'éveil des voix oubliées. Après avoir quitté l'atelier de sœur Emmanuelle avec la clé devenue un symbole collectif, Dejo et Apolline avançaient dans la rue, porteurs d'une promesse mêlant rituel et action concrète pour transformer les slogans en réalité. Leur chemin,
imprégné des leçons sur l'écoute et la réparation, les ramenait vers l'écran géant qui clignotait encore comme un appel inachevé. Ils continuaient d'avancer, pas vraiment sur deux, pas vraiment perdus non plus, leurs pas résonnant sur les pavés usés comme un écho des souvenirs enfouis. La rue devant eux tremblait comme une mémoire qui refusait de s'éteindre, ses façades néon projetant des reflets fugaces sur les murs, mélange de luxure artificielle et de fragments d'une morale éparse. Dejo, avec sa mémoire intermittente en images et vers, sentait une nostalgie profonde monter en lui, comme des vers d'un poème ancien qu'il aurait oublié et qui ressurgissait soudain. Les voix des ombres, murmures d'acier et de tempête, dansent sur les pavés comme des feuilles arrachées au vent du passé, murmura-t-il pour lui-même, sa voix poétique capturant l'essence éphémère de leur progression, un rappel que chaque pas était un acte de foi envers le changement. Apolline, à ses côtés, parlait en longues phrases romantiques, tissant des récits élaborés qui enveloppaient leur voyage d'une aura mystique. Oh, mon cher Dejo, n'est-ce pas là le cœur même de notre quête, cette rue qui pulse comme un être vivant, un fil invisible reliant nos âmes à ces voies oubliées, où la dignité et la liberté s'entrelacent en un balai éternel, nous invitant à grandir au-delà des ombres. Elle posait sa main sur son bras, son ton romantique infusant chaque mot d'une inspiration spirituelle, comme si chaque souffle était une leçon de vie, une invitation à transformer les douleurs passées en semences de lumière. Et c'est alors que les voix masculines surgirent, pas comme des fantômes évanescents, mais comme des souvenirs qu'on n'osait plus invoquer, des échos profonds émergeant des recoins de la ville. Une voix grave s'ouvrit la première, claquant dans l'air comme une pièce d'acier forgée dans le feu de l'histoire. La dignité ne se négocie pas, proclama-t-elle, et sur l'écran géant, la silhouette immense de Gaulle apparut, son ombre projetée sur les pavés, dominant la rue d'une présence inébranlable. Dejo s'arrêta net, captivé par cette voix qui résonnait en lui comme un vers retrouvé, évoquant les luttes oubliées pour l'honneur et la résilience. Ah, les mots qui sculptent l'âme, comme des statues dans la brume, rappelant que la dignité est le pilier de tout rituel véritable, murmura-t-il, sa nostalgie se muant en une inspiration profonde, un appel à ancrer leurs promesses dans une foi inébranlable. Une seconde voix s'ajouta, plus chaude mais tranchante comme un sabre, coupant à travers l'air avec la force d'une tempête maîtrisée. La liberté n'existe que si l'homme refuse l'injustice, déclara-t-elle, et c'était Abdelkader, drapé dans son calme de tempête, fixant les marcheurs sans jamais cligner des yeux, son image s'imposant sur l'écran comme un guide spectral. Apolline, touchée au plus profond, laissa échapper un flot de paroles romantiques. Voyez-vous, Dejo, ces voix ne sont pas que des échos, elles sont les gardiens de notre croissance, des murmures divins qui nous poussent vers l'action, vers une liberté qui s'enracine dans le refus du mal, transformant nos peurs en leçons de vie éternelle. Elle sentait une énergie spirituelle l'envahir, comme si ces paroles étaient des portes vers un éveil personnel, renforçant leur engagement à la maison des portes et à l'inachèvement de plus jamais ça. Les deux phrases se superposaient, se heurtaient, s'entremêlaient dans l'air, créant un champ de pression morale qui enveloppait la rue entière. Les mots de Gaulle et d'Abdelkader dansaient les uns avec les autres, formant un dialogue invisible qui interpellait Dejo et Apolline, les forçant à confronter leurs propres faiblesses et aspirations. L'écran géant s'illuminait d'un rouge profond, comme un cœur battant au rythme de l'histoire, et une seule phrase apparaissait, écrite comme un verdict universel, plus jamais ça. Ce slogan, suspendu dans l'espace, n'était plus un simple affichage, il devenait un miroir de leur voyage intérieur, un appel à la croissance spirituelle où chaque refus d'injustice était un pas vers la rédemption. Dejo et Apolline restaient là, immobiles au milieu de cette symphonie de voix, sentant une leçon se graver en eux. Pour Dejo, c'était une poésie de résilience, un vers qui murmurait que les souvenirs, même douloureux, étaient les clés d'une transformation authentique. Pour Apolline, c'était un roman d'espoir romantique, où les voix masculines se fondaient en un cœur inspirant, rappelant que la liberté et la dignité n'étaient pas des abstractions, mais des rituels vivants à intégrer dans leur projet. La rue, autrefois un simple chemin, se révélait comme un sanctuaire d'apprentissage, un lieu où la foi en l'humain pouvait naître des cendres des injustices passées. Ainsi, ils reprenaient leur marche, la clé dans leur poche pesant d'un poids nouveau, prête à ouvrir des portes qu'ils n'avaient pas encore imaginées. Le seuil accepté. Ils marchèrent jusqu'à la façade en silence, la clé dans la poche de Dejo pesant comme une promesse. Apolline sentait la petite fille qu'elle avait été lui tenir la main, et Dejo entendait encore ces vers d'enfance répétés des portes qui chuchotent.
Après le départ de l'atelier de sœur Emmanuelle et la leçon rouge de l'écran géant, Dejo et Apolline cherchèrent une porte qui voudrait bien s'ouvrir à leur invitation. Ce qu'ils trouvèrent au bout d'une rue latérale n'était pas seulement un bâtiment abandonné mais un seuil qui semblait attendre d'être regardé avec soin. La façade était barbouillée de couches anciennes de peinture et de slogans effacés par le temps. Un panneau municipal à demi déchiré indiquait autrefois logement social et plus bas, on lisait encore, à demi caché par des affiches collées, une consigne qui avait traversé leur enfance: n'ouvrez pas sans réflexion. La porte, une lourde tôle blindée dont la rouille dessinait des arabesques, possédait au centre une serrure minuscule, disproportionnée mais propre, comme si quelqu'un l'avait entretenue en secret. Dejo glissa la main dans sa poche, sentit la clé, familière, presque chaude, et la tira hors de son refuge. Apolline resta immobile, les yeux mouillés d'une émotion qui ne cherchait pas à se cacher sous les mots. C'est une petite serrure pour de grandes promesses, murmura Dejo, et ses mots tombèrent en vers, brefs et polis comme on serre une main. Apolline prit une longue inspiration et parla comme elle faisait toujours quand elle voulait rendre visible l'invisible. Elle déroula une phrase qui embrassait l'air, le bâtiment, la rue, tous ceux qui avaient marché là jadis et ceux qui viendraient. Elle évoqua les repas partagés, les rondes d'écoute qui avaient salé l'atelier de sœur Emmanuelle, les cartes qu'il dessinerait pour écrire des lois qui ne se contenteraient pas de belles paroles mais qui bâtiraient des seuils de sécurité, d'autonomie, de dignité. Elle parla de la clé comme d'un héritage qui ne s'appartenait à personne jusqu'à ce qu'on l'offre au monde. Sa voix roulait, tendre et insistante, déroulant l'avenir comme on déroule un tissu précieux. Quand la clé entra dans la serrure, la tôle sembla respirer. Ce n'était pas seulement un mécanisme qui recevait un objet, il y eut un instant presque sacré où la porte parut jauger la sincérité qui accompagnait l'invitation. La serrure céda doucement, contre toute attente, la porte s'ouvrit sans grincement, révélant un vestibule qui sentait la cire et le café, des murs tapissés de notes et de plans, des étagères vides prêtes à être remplies. C'était la maison du seuil, ni palais ni ruine, mais un lieu qui acceptait de devenir ce qu'on lui demanderait d'être. Sœur Emmanuelle avait prévenu qu'elle reviendrait avec des provisions et des outils. Simone de Beauvoir avait promis de faire venir des signatures et des textes. Ils étaient là, chacun avec sa manière d'entrer dans l'action, l'une apportant des nappes et des casseroles, l'autre apportant des feuilles officielles et des mots-clés de politique. L'adolescente survivante de l'atelier vint aussi, silencieuse mais porteuse d'un courage qui ne se calculait pas. Les habitants du quartier, certains curieux, d'autres méfiants, se pressèrent derrière eux, formant un cercle hésitant. La maison des portes fut nommée sur le champ, non comme un acte de proclamation, mais parce que la phrase s'était imposée au fur et à mesure que les voix discutaient de l'espace. Ici, s'ouvriraient des portes, littérales et figurées, qui accepteraient la transformation. Les murs furent nettoyés, des tables furent montées, des salles isolées pour les rondes d'écoute furent aménagées. Apolline organisa des repas partagés, décrivant longuement comment la nourriture brise les distances et tient la parole comme un couteau bien aiguisé et un linge posé sur une plaie. Dejo fit des poèmes qui devinrent des panneaux, des échos que l'on accrochait dans les couloirs, des vers courts et précis pour rappeler que la mémoire pouvait être enseignée en phrases qui tenaient dans la poche. Simone, avec son habileté coutumière, commença à écrire la structure juridique, une association, des statuts, une demande de subvention pour transformer quelques chambres en foyers d'accueil, des propositions de formation pour travailleurs sociaux, et des pistes pour que l'éducation critique s'insère dans des programmes municipaux. Elle organisa des rencontres au commissariat de quartier, au bureau du logement, et au conseil municipal. Elle savait que l'éthique devait devenir infrastructure pour ne pas rester rituel isolé. Sa présence fit frissonner certains participants, son nom pesait et rassurait à la fois. La petite clé prit place dans un coffret de bois, posé sur la table commune, non comme un trésor à contempler mais comme un témoin. Quand quelqu'un disait « je veux ouvrir », la clé servait de rituel, elle était prise, portée dans une main, et la personne devait dire pourquoi elle demandait à ouvrir et quel changement elle proposerait. La clé, disait sœur Emmanuelle, n'acceptait pas toutes les serrures, elle n'était pas naïve. Elle reconnaissait les portes qui se présentaient dans l'humilité et qui proposaient de partager le lieu, de rendre compte et d'être redevable. Ainsi s'établit un mode de gouvernance simple, la responsabilité au centre, l'écoute comme garde-fou. L'inauguration de la maison des portes fut modeste et intense.
Ils organisèrent d'abord une ronde d'écoute pour ceux qui avaient besoin de parler, des voix qui n'avaient jamais trouvé d'oreilles s'y firent entendre. Apolline anima la première ronde, sa phrase longue enveloppant les gens comme un manteau. Dejo fermait parfois sa bouche pour laisser ses vers entrer et souligner un point, comme une respiration. Des larmes, des rires brisés en petits éclats, des silences qui n'étaient pas vides mais pleins de poids. Simultanément, Simone signa les premiers papiers qui permettaient d'obtenir un local pour former des travailleurs et de solliciter des fonds pour aider les personnes à accéder à des logements sûrs. Le grand écran de la grande rue resta actif, et sa phrase rouge « Plus jamais ça pendait encore », lourde et nécessaire. De Gaulle et Abdelkader, silhouettes projetées, invoquèrent la dignité et le refus de l'injustice, leur voix était toujours là, comme des compagnons graves mais lointains. Personne ne résolut l'origine de ces projections, certains disaient que c'étaient des émissions institutionnelles, d'autres y voyaient la volonté d'un collectif qui avait appris à utiliser la technologie pour rappeler des principes. Dejo et Apolline acceptèrent que certaines choses resteraient hybrides, à la fois preuve et symbole, et que leur tâche était de transformer la résonance publique en structure concrète. Des élus vinrent voir la maison, furent invités à une table et eurent du café, des mots, des demandes. Quelques-uns firent des promesses qui tinrent, d'autres firent des promesses qui se passèrent au fil du temps. Simone, fidèle à elle-même, inscrivit plusieurs projets au calendrier politique, semant des propositions qui exigeraient patience et coalition. On parla de budget pour l'autonomie financière, de quotas pour le relogement, de formation obligatoire pour les institutions. Le combat ne se termina pas en une signature, il commença dans des comités, des réunions, des lignes budgétaires. Dejo, un soir, trouva un moment seul sur le palier, la rue en contrebas scintillant comme une mer de petites choses humaines. Il laissa ses vers s'échapper, courts, comme des lanternes qu'on jetterait sur l'eau pour que d'autres puissent les suivre. Apolline le rejoignit, et sa phrase prit la rue entière dans sa bouche. Elle parla de patience, de la façon dont l'amour et la justice requièrent des architectures patientes, et comment la maison des portes serait un apprentissage constant, un endroit où l'on venait pour apprendre à être porte, seuil, gardien et passager. La clé, au fil des mois, cessa d'être une relique et devint un outil. Elle ouvrit des chambres pour des femmes qui avaient besoin d'un lit sûr, elle fut prêtée pour inaugurer des projets partenaires, elle fut aussi parfois refusée, quand la proposition ne respectait pas l'éthique du lieu. Ce refus n'était jamais une fermeture arrogante mais un soin, empêcher que l'espace soit utilisé pour reproduire la violence qu'on y combat. La petite clé ne triompha pas à chaque fois, elle sut dire non. La maison des portes naquit donc comme un espace vivant, avec ses victoires et ses retards, ses petites joies quotidiennes et ses lourdes réunions administratives. On y vécut des repas comme des traités de paix, on y fit des ateliers pour apprendre à écouter sans juger, on écrivit des propositions pour transformer la loi du logement et de l'éducation. Dejo et Apolline, par leur façon complémentaire de soutenir la communauté, lui par la poésie qui rappelait les mémoires, elle par la parole qui ouvrait des imaginaires, se tinrent au cœur du lieu. Ils acceptèrent que le changement se fasse par accumulation de gestes ordinaires et par des engagements publics. La dernière scène de leur livre ne fut pas un triomphe spectaculaire. Ce fut une nuit ordinaire où la maison des portes resta allumée jusque tard, où un voisin passa avec une tarte, où une femme trouva enfin un endroit pour dormir, où un élu signa une proposition et où le grand écran rediffusa encore ses phrases comme un écho. Dejo se tint dans l'encadrement de la porte, la clé désormais accrochée à un anneau partagé, non plus un fardeau mais une responsabilité collective. Apolline, à ses côtés, regarda la rue et prononça une phrase qui rassemblait la fatigue et l'espérance, que les portes s'ouvrent quand on les appelle, mais que leur vraie force soit d'accueillir ceux qui acceptent de changer avec elles. Ils comprirent, ensemble, que la petite clé avait trouvé sa serrure, et que la serrure la plus difficile à ouvrir restait souvent celle des cœurs et des institutions. Ils avaient posé la première pierre d'une maison où l'on apprenait à tenir ses serrures avec respect. Le monde ne se transforma pas d'un coup, mais le seuil fut franchi, une communauté savait désormais comment entrer et comment prendre soin de l'intérieur. Ils se tinrent là, sur le seuil, et sentirent que la foi qu'ils avaient mise dans un mot, non, plus jamais ça, n'était pas vaine. Elle avait été traduite en actes, en repas, en loi naissante. Leur voix, la poésie de Dejo et la longue phrase d'Apolline, trouvèrent leur place dans ce qui venait d'être commencé. Et tandis que la nuit tombait, la maison des portes resta allumée,
phare modeste qui n'effaçait pas la nuit mais qui offrait un chemin à ceux qui voulaient traverser. Les portes entières. Ils s'étaient retrouvés dans le même lieu qui les avait appris, la maison des portes, et la première chose qui se rendit visible, aussitôt, fut la simplicité de leur proximité, plus de peur, plus de flottement. Les années n'étaient plus des murs mais des jonctions, et dans ce qui suivit chaque geste trouva sa place comme une phrase qui finit par se comprendre. La porte du vestibule s'était refermée derrière les derniers arrivants, la nuit avait posé sa main tiède sur la vitre et filtré la lumière des réverbères en bandes dorées sur le carrelage ciré. Dejo attendait, les mains croisées sur le coffret où la petite clé avait vécu ses premiers usages rituellement précieux. Apolline s'approcha par le couloir, ses pas mesurés comme s'il cherchait encore à épouser une ancienne mélodie. Ils n'avaient pas besoin d'annoncer leur nom. Leur corps et leur manière d'être tenaient déjà les phrases de leur vie. Leurs chemins se croisèrent de nouveau, mais cette fois sans peur, sans confusion. Ils se regardèrent comme deux êtres ayant enfin compris ce que l'enfance avait essayé de leur dire. Les cicatrices n'étaient plus des obstacles, seulement des traces. Les souvenirs n'étaient plus des chaînes, mais des repères. Et dans cette retrouvaille silencieuse, l'énigme s'effaça. Elle ne posa plus de questions. Elle donna simplement du sens. Ils se sourirent, et ce sourire contenait tout, la fatigue, la lumière, les années perdues, les années à venir. Deux adultes qui, pour la première fois, se sentaient entiers. Alors, sans besoin d'autres mots, l'histoire se referma sur la vérité qu'ils avaient mis une vie à comprendre. La vie n'a d'importance que vivante, la vérité appartient à chacun, mais l'amour est le partage de la célébration de la vie. Dejo resta un moment immobile après ces lignes muettes, comme si chacune avait réveillé en lui des refrains. Sa pensée, faite d'images et de vers, déroulait la scène en une série de tableaux, la télévision cassée dans la ruelle, les panneaux de slogans qui se pliaient comme des ailes, la main d'enfant qu'on n'abandonnait plus. Apolline, qui parlait en longues phrases et tissait toujours des propositions d'accueil, trouva sa voix en phrases longues et lentes, tissant une promesse qui devait ressembler à un pacte, non pas administratif seulement mais rituel et tenace. Ils parlèrent des mois écoulés, mais comme des voyageurs qui ne font que marquer une halte, non comme des historiens. Ils parlèrent de la clé, de la manière dont elle avait d'abord été déposée dans un coffret puis déployée sur un anneau partagé, des fois où elle avait été refusée, des fois où elle avait été donnée comme on offre une bénédiction, et de la responsabilité qui venait avec le geste. Simone avait signé des papiers, sœur Emmanuelle avait formé des rituels, l'adolescente survivante avait trouvé un lit. Pourtant, la question restait, pouvait-on faire d'une pratique intime une force stable à l'échelle d'un règlement, d'un budget, d'un conseil municipal? La réponse, ce soir-là, se présenta en deux directions. D'un côté, la nécessité de garder intacte la nature vocale et consentante de la clé, de l'autre, la nécessité d'ouvrir la possibilité qu'une ville entière, une institution, une façade administrative puisse accepter l'invitation à changer. Ils imaginèrent une charte, non pas une loi coercitive, mais un texte d'engagement public et mesurable, la charte des portes. Simone rédigea les premières lignes en phrases précises, listant obligations et recours, garantie d'anonymat pour les personnes accueillies, budget prévisionnel, audit citoyen, règles éthiques pour le refus de la clé. Apolline proposa des clauses rituelles. Avant qu'un service municipal ne garde la clé, il faudrait une ronde d'écoute publique, un panel de témoins et une table de parole où seraient déposés les engagements concrets. Dejo, qui préférait que la parole soit incarnée, suggéra d'ajouter à la charte une clause poétique et non juridique, que la clé ne soit jamais seule dans un bureau fermé, qu'elle soit portée en public au moins une fois par trimestre, lors d'une cérémonie où les comptes, les erreurs et les espoirs seraient exposés à voix haute. Si la cité veut apprendre à ouvrir ses portes, dit-il d'une voix qui semblait tisser un vers, qu'elle apprenne à écouter ses murs. La proposition fit rire Apolline, qui répondit par une longue tirade sur l'importance d'un espace où l'on célébrait les petites victoires avec autant d'attention que l'on dénonçait les renoncements. Le débat se transforma en accord. Ils allèrent trouver le maire, non pour exiger, mais pour inviter. La rencontre fut discrète, Simone introduisit, sœur Emmanuelle apporta du café, la survivante raconta sans artifice son expérience de ce que l'accueil avait changé. Le maire, homme d'âge moyen à la main ferme mais au regard usé par des années d'équilibre politique, écouta. Il n'offrit pas tout.
Il offrit un bureau pilote, un budget modeste, et une condition, l'évaluation trimestrielle avec un audit externe. Certains élus, passés maîtres dans la langue des promesses, continuèrent de ménager leur distance. Un conseiller municipal, cependant, signa avec une sincérité surprenante, il avait connu la rue quand il était jeune et dit « Je veux voir ce que vos rituels font à ceux qui ne savent plus comment parler ». Cet engagement fut chiffré, consigné, et pour la première fois la maison des portes eut des chiffres et une date sur la feuille. Il restait le grand écran, l'énigmatique projecteur de la grande rue qui continuait d'émettre « Plus jamais ça » en rouge, accompagné des voix projetées de figures qui n'étaient plus que Silhouette et Maxime. Leur origine, une chaîne de diffusion privée utilisant des archives, des algorithmes et des crédits non identifiés, fut retracée par un jeune du quartier qui savait naviguer dans les circuits numériques. La société n'était pas hostile mais opportuniste. Ils n'obtinrent pas une confession spectaculaire, ils tinrent une rencontre. Desjos et Apolline proposèrent un compromis, le média accepterait, à titre expérimental, de réserver une plage quotidiennement à la maison des portes, où seraient projetés des témoignages, des règles, des coordonnées d'aide, et des créations poétiques. En échange, la maison s'engageait à ne pas pratiquer la censure des archives historiques, à utiliser la présence du message pour le dévier vers la voix des survivants plutôt que l'écho d'une autorité lointaine. C'était un arrangement imparfait, mais il reprenait l'esprit de l'homme qui avait donné la clé, invité les portes, même les plus massives, à accepter d'être changées. Le grand écran ne cessa pas immédiatement d'être lui-même, il resta un artefact de société, mais il devint, parfois, une lucarne par laquelle passaient aussi des paroles vraies. La clé, ce soir-là, fut sortie du coffret. Ils tinrent une petite cérémonie. Sœur Emmanuelle fit d'abord une lecture simple, Apolline parla ensuite d'accueil en phrases longues et chaudes qui effaçaient la froideur des plafonds administratifs, et Desjos dit quelques mots en vers, si brefs qu'ils furent comme des clés dans une serrure, on n'ouvre pas pour entrer sans laisser une trace, on ouvre pour que la mémoire soit entrée avec nous. Puis, ensemble, ils prirent la décision rituelle, la maison déposerait l'anneau partagé, où la petite clé pendait, dans la salle commune, accessible, mais pour qu'une institution la prenne, elle devrait accepter d'abord la ronde d'écoute, la charte et l'audit. Ainsi, la ville pourrait tester son désir de changer sans trahir le principe que faisait exister la clé, le consentement. La soirée finit en accord imparfait et en promesse. Quelques habitants du quartier vinrent, une tarte changea de main, une jeune femme trouva un lit, un élu signa la première proposition. Les voix du passé, projetées sur l'écran, se mêlèrent aux voix présentes. Les silhouettes morales, De Gaulle, Abdelkader, et d'autres qui n'étaient qu'évocations, cessèrent d'être seules, elles furent accompagnées par des visages qui disaient ici et maintenant. Avant de se séparer, Desjos et Apolline restèrent un instant encore dans le couloir où tout avait commencé. Ils regardèrent la clé accrochée à l'anneau, et leurs mains se frôlèrent sans s'attarder. Il n'y eut pas de grand discours, seulement une reconnaissance silencieuse et ce sentiment, enfin, d'être entiers. Ils avaient appris à lire leur enfance non comme une énigme à résoudre mais comme une cartographie d'où tirer des routes. La maison des portes ne devint pas une institution monolithique à tout jamais, elle resta ce mélange de fragilité et de ténacité qui caractérise les choses vivantes. Elle connut des succès modestes et des retards administratifs, des promesses tenues et d'autres rompues. Mais elle avait désormais une charte, un allié municipal prudent, un écran qui acceptait parfois d'écouter autrement, et une clé qui continuait de demander, encore et toujours, le consentement d'être porté. Desjos prit congé un peu avant Apolline. En sortant, il regarda la ruelle étroite où, des années auparavant, ils avaient tenu la main devant une télévision qui hurlait des slogans. La ruelle semblait plus large cette nuit, comme si les murs avaient appris à se pencher pour écouter. Apolline le suivit, et dans la rue, sous l'enseigne d'un commerce qui fermait tard, ils se sourirent encore une fois. Le sourire n'était pas une fermeture mais une ouverture. Ils avaient, tous deux, trouvé un sens où l'énigme s'effaçait, et ils comprirent que le travail continuait. La clé ne réglerait pas tout, le grand écran ne dirait pas la dernière parole, les élus n'étaient pas tous constants, mais il y avait, désormais, des rites et des accords pour tenir la tension entre l'intime et le public. Ils rentrèrent côte à côte, non pas pour conclure une histoire mais pour tenir la promesse d'en commencer d'autres. Apolline parlait, tout en phrases longues et romantiques,
des tables de repas qu'elle imaginerait pour accueillir ceux qui avaient perdu le goût de la vie, Desjaux, en images et en vers, peignaient des panneaux poèmes pour les murs de la ville. Ensemble, ils avaient appris que la vie, pour avoir du sens, devait être tenue vivante par des gestes, l'écoute, la parole, la clé offerte et parfois refusée, le testament de la rue et la signature d'un élu. Ces gestes, répétés, composaient une liturgie laïque qui pouvait changer des murs. Ils ne fermèrent pas la dernière porte pour empêcher la suite. Au contraire, ils laissèrent la maison allumée, la clé accrochée à l'anneau, la charte imprimée et signée, l'écran prêt à écouter quand il le voudrait. La fin qui venait n'était pas une clôture absolue, mais une respiration. Le livre se refermait sur eux deux mais le monde restait ouvert, plein de portes à inviter, de serrures à interroger, de promesses à mesurer. La vie, conclurent-ils sans le dire, n'a d'importance que vivante, la vérité appartient à chacun, et l'amour, mieux que tout, est le partage de la célébration de la vie. Pauline et Desjaux avaient